Bonjour à tous. Donc, effectivement, alors attendez, il faut que j'appuie. Oui, donc je vais vous parler de l'innovation sociétale du groupe GDF Suez. Donc, je travaille à la direction de la stratégie et du développement durable de GDF Suez. C'est d'ailleurs important puisqu'au moment de la fusion entre Gaz de France et Suez, le choix a été fait de mettre le développement durable au sein de la stratégie et non pas dans une direction périphérique, et la responsabilité sociétale aussi dans la direction de la stratégie. Peut-être deux mots sur le groupe GDF Suez, vous connaissez un petit peu, mais en gros c'est 200, presque 20 000 collaborateurs dans le monde. C'est un chiffre d'affaires de 90 milliards en 2010 d'euros. C'est un des tout premiers producteurs d'électricité mondiaux. C'est le premier opérateur de gaz en Europe. C'est le leader mondial des services à l'énergie avec sa filiale Cofeli. Et c'est trois métiers essentiels qui vont nous intéresser particulièrement dans ce que je vais vous présenter, qui sont l'eau, l'assainissement et l'énergie. Donc, innovation sociétale, je dis sociétale pour bien différencier avec social, même si la norme ISO 26000 parle de responsabilité sociétale, pour parler des questions internes qui touchent le personnel, les collaborateurs, l'environnement et les questions vis-à-vis de la société. Parce que vous l'avez peut-être vu dans vos entreprises, le concept de responsabilité sociétale est toujours un débat permanent. Et donc, pour simplifier en termes d'organisation, on parle d'innovation sociétale pour parler des programmes que l'on fait vis-à-vis de la société dans son ensemble. Donc, je n'aborde pas les questions qui sont liées aux collaborateurs. Je parle aussi d'innovation sociétale et pas d'ingénierie sociétale. L'ingénierie sociétale, c'est presque pour nous du business as usual, pour voir, et c'est la même chose pour tous ceux qui travaillent sur les infrastructures. Pour prendre un exemple, nous sommes le premier producteur d'électricité indépendant au Brésil. On a 13 barrages, dont 2 en construction, 2 barrages géants en construction, Estreito et Jirau en Amazonie, un de 1300 MW et l'autre de 3600 MW, qui est le troisième plus grand Jirau, troisième plus grand barrage du monde en construction. Et là, les programmes sociétaux, l'ingénierie sociétale liée au barrage représente de 10 à 15% du coût total du projet. En gros, l'ingénierie sociétale qui entoure un programme comme le barrage de Jirau, c'est une dépense de 600 millions d'euros pour le groupe, parce qu'il y a les programmes de relogement pour les populations, les programmes de déforestation autorisée et reforestation, les programmes environnementaux qui sont liés aux impacts environnementaux qu'a le barrage sur les écosystèmes, notamment, même si ce sont des barrages au fil de l'eau, donc avec moins d'impact, ils ont quand même des impacts, donc il faut trouver les moyens de les compenser. Il faut aussi créer l'infrastructure autour du barrage, les routes, les écoles pour la population, etc. Un barrage comme Jirau en Amazonie, on a par exemple 30 000 collaborateurs qui construisent le barrage, donc il y a des infrastructures absolument gigantesques. Ça, c'est ce que j'appelle l'ingénierie sociétale. L'ingénierie sociétale, les grands opérateurs d'infrastructures, les énergéticiens, le connaissent bien depuis longtemps, puisque en fait, tous les réponses aux appels d'offres contiennent de plus en plus des éléments sociétaux. Et je vais essayer de vous montrer dans cette présentation qu'en fait, c'est de plus en plus la question sociétale, la nature et la qualité des programmes proposés qui fait la différence dans notre réponse aux appels d'offres et le fait qu'on soit choisi pour des appels d'offres. On vient de gagner l'appel d'offres pour l'eau à Melbourne, et en fait, avec d'autres concurrents très connus, je ne vais pas citer, en fait, sur le plan technique, tout le monde était à peu près équivalent, y compris sur le plan du prix. Ce qui a fait la différence, c'est la qualité des programmes sociétaux d'accompagnement que l'on avait proposés. Dans d'autres cas, ce n'est pas nous qui les remportons, mais c'est aussi pour les mêmes raisons. Donc, rapidement, le groupe GDF Suez se posait la question, voilà 2 ans déjà, de dire que finalement, on devait aller au-delà de la question de l'acceptabilité sociale de nos installations, qui est une préoccupation évidemment très importante, et de la réduction des risques qui sont liés à nos infrastructures, en essayant d'aller au-delà même des obligations du débat public dans nos infrastructures, en essayant d'aller dans ce que l'intervenante précédente parlait, c'est-à-dire essayer d'aller dans des co-constructions.
on a un exemple que je vais vous citer pour bien me faire comprendre, c'est que lorsque le groupe Gaz de France avait créé le terminal méthanier de Fos-Cavadiou, donc à côté de Marseille, on a fait évidemment le terminal méthanier, on a fait derrière une canalisation pour évacuer le gaz naturel, une station de regasification, et après un tuyau de gaz pour amener le gaz sur le maillage général français en matière de gaz. Et on avait fait tous les débats publics nécessaires, obligatoires, hein, dans le cadre. Et on est tombé devant un problème, c'est que dans une zone humide qui était peu connue, qui était dans une zone Natura 2000, mais on avait l'autorisation d'intervenir dans cette zone Natura 2000, on est tombé sur une herbe qui s'appelle le cossoul, qui n'existe que dans la plaine de Crau. Et évidemment, on a eu une montée au créneau, si je puis dire, de beaucoup d'associations environnementales. L'ensemble des travaux d'études avaient été faits, on avait commencé les travaux, et il a fallu tout arrêter devant le débat qui dégénérait avec les associations environnementales pour le faire passer ailleurs. Et la conclusion qu'on en a, c'est qu'en fait, pour le groupe Gaz de France, passer à cet endroit-là où il y avait le Cossoul ou passer à 10 km à côté, c'était exactement la même chose. Sauf que le débat public ne nous avait pas permis de voir qu'il y aurait ce type de problème. Et donc ça nous a coûté évidemment très cher de refaire toutes les études et recommencer les travaux à côté. Et en fait, à partir de cette expérience, il y en a eu d'autres, on s'est dit que finalement, on avait intérêt à remonter le plus en amont possible pour le débat avec la société civile, les populations, les associations, pour essayer, alors là, de réduire les risques. Mais il y a peut-être plus, et c'est l'étape suivante, qui est d'essayer de revenir sur ce que l'on peut appeler la co-construction pour une meilleure réponse aux attentes des populations. Donc, depuis 2 ans, l'idée est de devenir un acteur à côté de notre business as usual, si je puis dire, d'être un acteur du social business à partir des métiers du groupe, l'énergie, l'eau et l'assainissement. Alors, on dit social business, il y a tout un débat sur finalement comment on s'adresse aux populations pauvres et comment un grand groupe ça s'adresse aux populations pauvres. On parle aussi de démarche Base of the Pyramid, donc, qui a été développée et notamment par des économistes comme Prahalad ou Stuart Hart. Nous, on emploie le terme social business avec l'idée qu'on fait des projets vis-à-vis des populations pauvres qui ne sont pas sous le terme classique de no loss, no profit, mais déjà no loss, qui est déjà dans le secteur des infrastructures une gageure, avec une caractéristique, c'est qu'avant de privilégier une quelconque rentabilité, on privilégie l'impact social. C'est-à-dire qu'en fait, on inverse un petit peu les grilles que l'on a dans les comités d'investissement. Au lieu de commencer par le taux de rentabilité et de terminer par l'impact social, on commence par l'impact social que l'on estime et on arrive à la fin sur la rentabilité du projet, étant entendu que ces projets passent par des investissements chez des entrepreneurs sociaux. Le deuxième point, c'était évidemment de lier les méthodologies qui étaient liées à cette nouvelle approche complémentaire de nos travaux actuels. C'était aussi de renforcer les dispositifs vis-à-vis des clients, qui sont une population spécifique, des clients pauvres, qui est une catégorie spécifique par rapport à la population pauvre en général, et puis partager l'expertise avec d'autres acteurs, évidemment des ONG de développement, pour ce qui concerne les pays du Sud, mais aussi beaucoup d'associations caritatives qui nous permettent d'adapter nos dispositifs. Et enfin, une dernière condition, moi, je pense que c'est une condition très importante, c'est d'essayer d'impliquer les collaborateurs dans le monde, puisque nous sommes présents dans 70 pays, sur ce type de projet, parce que ça a un aspect très fédérateur, c'est une attente aussi de beaucoup de collaborateurs en termes un peu de fierté de leur entreprise, et puis les collaborateurs du groupe sont comme la population, ne sont pas différents de la population dans son ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont aussi intéressés par la montée d'un certain nombre, je vais dire, de valeurs qu'on voit assez bien apparaître lorsqu'on fait des études d'opinion, notamment nous on fait un baromètre de développement durable, c'est-à-dire la montée des exigences de solidarité, le retour de la règle en général, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'il existe une régulation des processus
économique, et puis l'idée qui a été évoquée tout à l'heure, qui est la question très forte de mon point de vue de la justice sociale, et donc qui va trouver un réceptacle, si je puis dire, dans ce type de projet. Alors, en fait, elle se construit, l'innovation sociétale, bon, sur un certain nombre de points. Il y en a un dont j'ai déjà parlé, mais je vais y revenir. Le premier et le plus important, c'est ce que l'on appelle le dialogue sociétal, c'est-à-dire comment l'entreprise, finalement, débat avec la société dans son ensemble. C'est parfois difficile. Hein. Enfin, bon, il y a sur des barrages, par exemple, il y a des ONG qui non seulement, enfin, ne veulent pas du barrage, tout simplement. C'est-à-dire elles sont contre les barrages. Bon, il faut quand même débattre, mais c'est difficile. Par contre, avec beaucoup d'autres ONG environnementales, il y a des exigences que le barrage réduit et des impacts limités, très limités, sur l'environnement et qu'ils permettent un mieux pour la population aux alentours. Donc à partir de là, on peut beaucoup discuter et le dialogue est important. Et ça veut dire aussi des partenariats. Nous, on parle de partenariats de confiance avec des grandes ONG. Voilà, j'en ai cité là 3 qui sont sur le territoire français pour aller vite. Hein. Emmaüs France, France Nature Environnement et Éco-École, hein, qui fait de l'éducation au développement durable dans les écoles en France. C'est très important d'avoir des partenariats avec des ONG, mais je vais mettre une limite, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des partenariats sincères et avec des organisations représentatives pour que ce soit intéressant pour l'entreprise. Pour être beaucoup plus direct, un partenariat Strass et Payette, qui s'est beaucoup fait dans le passé, moi je pense que c'est contre-productif pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir des partenaires qui soient exigeants, apprendre représentatifs et apprendre à les connaître pour que ça apporte à l'entreprise dans son ensemble et ça permette de traiter la question de l'adéquation entre le projet et l'innovation qu'on va proposer et sa mise sur le marché, si je puis dire, encore qu'en matière d'infrastructure, on soit un peu dans des logiques un peu différentes de celles évoquées tout à l'heure sur notamment la nano ou l'iPod. Le deuxième point, et bien sûr, mais là, c'est des conférences des parties prenantes régulières. On l'a fait en 2009 et 2010, notamment sur la politique de soutien aux clients démunis en France. C'est très intéressant. C'est une procédure qui peut être faite par un certain nombre d'organismes, notamment, nous on est passé par Comité 21, une association qui réunit beaucoup d'entreprises et d'ONG. C'est intéressant. Voilà. Mais on apprend des choses, mais on apprend encore plus avec le débat direct et la confrontation directe avec les ONG en tête-à-tête, même lorsqu'il y a un conflit. Le deuxième principe de l'innovation sociétale, c'est en fait qu'on a essayé de combiner, sur les projets que je vais vous présenter, en fait 3 leviers classiques en essayant de les rendre cohérents. C'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire la prise de participation chez des entrepreneurs sociaux qui ont un projet qui a un réel impact social. Le don, c'est assez classique, c'est la philanthropie. Pour les grandes entreprises, c'est en général leur fondation d'entreprise. Et l'assistance technique et managériale aux entrepreneurs sociaux au travers de la mise en œuvre d'un programme de mécénat de compétences. En fait, quand on regarde les projets pour les populations pauvres en matière, par exemple, d'électrification dans les pays du Sud, c'est en fait la combinaison de ces 3 leviers qui vont permettre qu'on arrive à des business qui soient équilibrés. On peut rajouter la finance carbone, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais qui est aussi un élément qui permet de rendre viable et pérenne le projet qu'on va soutenir. Étant entendu que quand on rentre dans un projet de ce type-là, on n'a pas vocation à y rester. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans un business pour qu'il y ait un impact social. Notre objectif, c'est d'en sortir le plus vite possible dès lors que le projet est viable à long terme et peut être pris en charge par la communauté dans des processus que je vais essayer de vous décrire. Le dernier point, c'est l'implication des collaborateurs. J'en ai déjà parlé, mais c'est l'histoire qui fait ça. C'est que le groupe GDF Suez a 3 ONG internes de collaborateurs
Énergie Assistance, Aqua-Assistance Codega, c'est historique, mais ça concerne 2500 collaborateurs qui sont volontaires sur déjà depuis un certain nombre d'années, puisque Codegaz, la plus vieille, a 20 ans, et ces 3 ONG ont en permanence un portefeuille de 150 projets humanitaires dans le monde, et il y a un soutien évidemment financier et logistique par le groupe pour ces 3 ONG internes. C'est une forme de mobilisation des collaborateurs qui est assez originale. Et puis des partenariats académiques. Bon, je ne vais pas parler de la chaire HEC vu que je suis à ESSEC, mais voilà. Mais les partenariats académiques sont très importants pour justement comprendre sur des projets qui nous sont très pratiques. Hein. L'innovation sociétale, chez nous, ce n'est pas une question théorique, c'est une question extrêmement pratique. Mais les partenariats avec les milieux académiques nous apportent quand même un certain nombre d'éclairages et de repositionnement de nos projets, puisque dans l'innovation sociétale que l'on développe, on essaye de passer par des prototypes, de faire de retours d'expérience sur les prototypes, et dès que les prototypes fonctionnent, on essaye de les passer dans les branches opérationnelles. Notre rôle vraiment de responsabilité sociétale et d'innovation sociétale au niveau corporate, au niveau du centre, c'est vraiment d'essayer de lancer l'expertise, les méthodologies, et puis essayer de diffuser dans le groupe au maximum ces façons de discuter, de travailler. Quand c'est opérationnel, bien, ça passe vraiment dans les branches opérationnelles. Donc, en fait, je vais vous parler de l'accès à l'énergie, simplement parce qu'on m'a demandé quelques exemples pratiques, et de la lutte contre la précarité énergétique. En fait, la précarité énergétique, c'est en gros la politique envers les clients démunis. Pour ce qui concerne le groupe GDF Suez, en fait, nous avons 40 millions de clients en Europe, et essentiellement en Europe. Dans le reste du monde, on est un producteur d'énergie ou un opérateur de services à l'énergie, mais on s'adresse à des clients industriels ou à des collectivités territoriales. Pour les clients directs, c'est donc en Europe que ça se passe. Et l'autre aspect, c'est l'accès à l'énergie pour les populations pauvres. Alors, je vais vous présenter ces 6 projets rapidement. D'abord, en France, donc, pour les clients. Le premier projet que je vous propose, c'est l'action EasyGaz, donc, qui est une opération considérable, puisqu'elle vise à sensibiliser aux économies d'énergie et à la sécurité des installations intérieures gaz les locataires sociaux des zones urbaines sensibles. Elle a débuté maintenant il y a 5 ans. On a sensibilisé 640 000 personnes aujourd'hui en zone urbaine sensible, ce qui fait que finalement c'est la plus grande opération de ce type dans les zones urbaines sensibles. Alors j'en parle avec d'autant plus de fierté que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai fait que la développer. Mais l'idée partait d'un constat, c'est qu'en fait, dans les zones urbaines sensibles, il y avait des risques qui étaient des risques pratiquement systémiques après le compteur, puisque la responsabilité d'un opérateur comme GDF Suez va jusqu'au compteur, mais derrière, il y a des installations intérieures qui sont de la responsabilité du locataire. Mais par contre, quand il y a un incident, que ce soit avant ou après le compteur, c'est pareil pour l'image du gaz naturel en France. Donc on avait besoin de régler, de vérifier les installations intérieures gaz, alors que ce n'est pas de notre responsabilité. Et il y a eu une réflexion, et c'est comme ça, et ça fait réfléchir à ce qu'est l'innovation d'ailleurs. Des gens de terrain se sont réunis, et c'était dans l'urgence. Il y avait eu un accident à Mulhouse, dans une zone urbaine sensible, un accident très grave. Il y avait un week-end pour réfléchir au sujet, et on ne savait pas comment intervenir au porte-à-porte dans les zones urbaines sensibles. Parce qu'il y a une caractéristique des quartiers difficiles, c'est que les gens n'ouvrent pas leurs portes, en fait, puisqu'ils n'ouvrent pas leurs portes à tout ce qui peut représenter d'une façon ou d'une autre, j'allais dire l'appareil d'État. Enfin, tout ce qui incarne l'État, c'est impossible. Donc, on ne savait pas comment rentrer, et c'est venu d'une réunion de collaborateurs qui, dans l'urgence, s'est dit, on n'a qu'à offrir quelque chose, et puis tiens, on va changer le tuyau de gaz de la gazinière. En fait, c'est parti de là, c'était extrêmement simple. Donc on a pensé monter tout un programme qui remplaçait le tuyau que vous connaissez en caoutchouc, qui a une durée de vie de 5 ans, qu'il faut changer très régulièrement. Là, quand on passe dans les zones urbaines sensibles, on trouve des tuyaux de gaz qui ont 20 ans, enfin qui sont dans un état absolument dramatique, pour les remplacer par un tuyau qui n'a pas de durée de vie, donc qui s'appelle vis au gaz,
qui vaut relativement cher, puisque selon les modèles, c'est de 30 à 70 euros, et on va l'offrir. Et on va rentrer comme ça dans les... On va frapper aux portes et puis on va essayer de changer le tuyau de gaz. Il y avait un deuxième problème, c'est que ça ne pouvait pas être on disait à l'époque des agents Gaz de France qui le fassent. Donc on s'est dit, finalement, on va passer par des associations de travailleurs sociaux. Et sur l'ensemble du territoire, on a commencé à chercher des associations de travailleurs sociaux qui font de la médiation sociale, et on a passé des conventions avec eux. On arrive à un très grand nombre d'associations. Il y en a en permanence à peu près un volant de 50 associations avec qui on travaille. On forme les travailleurs sociaux, on passe une convention pour leur expliquer ce qu'ils vont faire en termes de sécurité. Ce n'est pas de la sécurité, vraiment c'est de la sensibilisation à la sécurité. Et puis finalement, les travailleurs sociaux, comme ça va permettre à l'association de vivre et puis de pouvoir embaucher d'autres travailleurs sociaux. Ça va lui donner, je dirais, une stabilité importante. Et ça va leur permettre, ce qu'on s'est aperçu 2 ans après, finalement de parler d'autres choses avec les populations pauvres. C'est-à-dire de faire de la médiation sociale dans l'ensemble de ses composantes, c'est-à-dire regarder avec la personne en difficulté, en précarité ou en surendettement, comment aller voir les organismes sociaux. Tout ça grâce à notre petit changement de flexible gaz. Alors évidemment, c'est une opération qui est très coûteuse, mais qui a un impact tout à fait formidable. Et il y a 2 ans, on s'est dit, finalement, pour l'instant, on s'occupe de la sécurité mais nous aussi, on peut parler d'autre chose. Puisqu'on est face à des populations qui sont en grande difficulté, on va aussi parler d'économie d'énergie et on va voir avec elles quel programme complémentaire. On peut voir, puisqu'on avait ouvert la porte du logement et on pouvait avoir une discussion avec le locataire social, on va essayer de voir tout ce que l'on peut faire avec eux. Et donc, la sensibilisation aux économies d'énergie sur un impact de 640 000, presque 50 000 personnes aujourd'hui, c'est absolument considérable, surtout dans des zones où finalement c'est très difficile à faire. Le deuxième, et je vais passer très rapidement, c'est qu'après on s'est dit que sur les clients démunis, on pouvait faire tout un réseau d'accueil, ce qu'on a appelé les points de médiation sociale. Là, on le fait avec d'autres entreprises au travers des réseaux de PIMS, par exemple les points multi-services. On le fait avec la Poste, avec EDF, avec la SNCF, etc. Et on a développé, pour ce qui nous concerne, nous, un réseau de 208 points d'accueil pour les populations en difficulté. Après, il a fallu essayer de réfléchir à ce que l'on faisait sur les populations pauvres, parce que jusqu'à présent, la précarité énergétique est un problème absolument considérable. En Europe, on considère que 50 à 125 millions, la fourchette est vraiment très vague, c'est-à-dire qu'on maîtrise mal le phénomène, 50 à 125 millions de personnes sont dans des situations de précarité énergétique. En France, on considère qu'il y a à peu près 3,5 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Et pour ce qui concerne un groupe Gaz de France, notre estimation, qui est très délicate, c'est qu'en fait, 700 000 de nos clients, on en a un peu plus de 10 millions, sont dans une situation de précarité énergétique très importante. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans l'incapacité de payer leurs factures, ou alors tout simplement, ils ne se chauffent pas, par exemple. Donc, il fallait essayer de réfléchir à nos dispositifs, qui sont des dispositifs qui sont à la fois réglementaires, puisque la loi instaure le tarif en France, mais dans beaucoup de pays européens, un tarif social pour le gaz et pour l'électricité. Donc ça, on sait à peu près maîtriser ces populations, leur nombre et comment faire du curatif vis-à-vis de ces populations, c'est-à-dire de leur donner le tarif social. Il reste avec la crise une population qui est très complexe à identifier, qui est la population qui est juste au-dessus des minima sociaux, puisque pour bénéficier des tarifs sociaux, il faut être titulaire de la CMU, mais dès qu'on est un petit peu au-dessus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles basses, on a, parce qu'on l'a pu le constater sur le terrain, vraiment une très grande dégradation de la situation et donc une précarisation énergétique qui est très forte, sauf qu'on a du mal à la mesurer. Donc on a décidé de se doter d'un observatoire international pour rechercher à la fois
essayer de mesurer la précarité, et puis pour adapter nos dispositifs, et surtout, et c'est l'innovation sur laquelle on travaille le plus, c'est essayer de passer du curatif au préventif dans notre soutien aux clients démunis. En fait, notre idée, c'est dans les pays où on est presque présent dans tous les pays européens, c'est d'essayer de mettre au point des indicateurs avancés de précarisation pour essayer d'intervenir en préventif pour éviter que la personne se retrouve dans une situation de pauvreté et de précarité extrême. Alors, on a des parrains qui sont là, c'est pareil, c'est Martin Hirsch, Christophe Deltombe, le président d'Emmaüs, et de milieu académique, c'est Serge Pogam qui travaille sur la pauvreté, qui nous aide à travailler sur cette question de façon à repérer, évidemment, les bonnes questions à se poser. Alors, je passe à l'autre aspect, qui est l'aspect accès à l'énergie pour les pays pauvres. Là, le constat est très connu et partagé par tout le monde. En fait, 1,4 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'énergie. On pourrait dire d'ailleurs sur les services essentiels, 880 millions n'ont pas accès à une eau potable et 2 milliards n'ont pas accès à l'assainissement. Donc, en tant qu'entreprise, on s'est dit qu'il fallait lancer un certain nombre de pilotes et de projets de social business sur l'accès à l'énergie. On a un portefeuille en cours de 25 projets. Certains sont vraiment des prototypes. Là, au Vietnam, on vient de faire l'électrification d'un village en termes de prototype. C'est pas très grand, puisqu'en fait, ça concerne 1000 personnes. Mais l'objectif avec les autorités vietnamiennes, c'est de passer à 60 villages qui sont à la frontière du Laos, au Vietnam et à la frontière du Laos. En fait, dans notre innovation, on essaye d'abord de faire des prototypes et après essayer de généraliser ce qu'il est possible de faire. Donc je vais vous en prendre 3, juste pour voir la démarche. D'abord, l'électrification des îles Vanuatu dans le Pacifique. En fait, en 2007, notre filiale Unelco a proposé, à côté de son business as usual, qui est l'électrification des grandes villes de Vanuatu, un plan pour donner accès à 80% de la population, c'est-à-dire 116 000 personnes réparties sur un nombre considérable de sites, puisque parfois on a des tout petits villages. Donc aujourd'hui, on a 100 sites qui sont électrifiés, et qui concernent 44 000 personnes. Ce qui est intéressant, c'est les conditions du projet, et désolé pour les fautes d'orthographe. D'abord, le choix des sites, c'est l'impact social. En fait, dans la démarche, on parle toujours de la question de l'impact social. C'est-à-dire, on choisit, notre critère essentiel, c'est le niveau d'impact social de notre projet. Deuxième, c'est des solutions décentralisées. Alors évidemment, ça passe souvent par et même d'ailleurs essentiellement, par du renouvelable ou presque renouvelable. Beaucoup de solaire, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le solaire pour ce qu'on appelle les microgrids, les micro-réseaux. Vous avez maintenant finalement pour pas très très cher des systèmes solaires centralisés sur un village ou alors individuels qui sont peu chers, notamment avec l'arrivée des ampoules LED par exemple, qui ont modifié complètement la question du développement et de l'électrification dans les pays du Sud, puisque leur coût est très faible et leur performance considérable. Troisième élément, condition du projet, c'est ce qu'on appelle, j'arrive jamais à le traduire, mais en fait, comment on implique les communautés dans le projet. Et là, toujours, commencer par des prototypes pour avoir des retours d'expérience. Et le premier prototype, c'était à Port-Olry, dans une ville d'une île Vanuatu, avec une technologie originale qui était le coco fuel, c'est-à-dire en fait l'huile réalisée à partir de la noix de coco qui est ensuite utilisée dans un diesel spécifique, mais enfin, en grosso modo un diesel qui produit l'électricité. Alors les premiers renseignements de ça, c'est finalement que ce qui compte pour réussir ce projet, c'est la qualité, même si c'est souvent un peu cher, des études préalables pour choisir la technologie adaptée
aux différents clients et aux différents sites. Et là, on revient toujours sur l'idée de la co-construction avec les populations, de poser la question de l'électrification rurale comme un projet global de développement. Donc là, en l'occurrence, avec le Coco Fuel, on est dans l'utilisation des ressources très importantes en noix de coco des îles Vanuatu. Et puis enfin, l'implication, évidemment, des populations. Ce projet est assez conséquent et nous a apporté beaucoup d'enseignements pour la construction en termes d'électrification rurale. Là, je vais vous présenter autre chose qui est alors sur un autre aspect, mais qui est là, on est vraiment dans le périurbain, c'est-à-dire vraiment la question des bidonvilles. On est opérateur de GDF Suez au travers de notre filiale LIDEC, de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie dans le Grand Casablanca. Ça, c'est la concession qu'on a obtenue, c'est le business as usual. Mais pour emporter le marché déjà, et puis ensuite pour stabiliser notre travail dans l'ensemble de Casablanca, eh ben, on s'est depuis 1999 lancé sur l'électrification des bidonvilles et des zones informelles du Grand Casablanca. Il y a deux périodes qui sont intéressantes en termes d'enseignement. La période avant 2005, en fait, on électrifie. Vous savez qu'électrifier un bidonville, c'est franchement pas cher. Le problème, c'est toute l'ingénierie sociétale que vous mettez autour. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à récupérer le paiement, même si c'est évidemment à un tarif social extrêmement bas, mais comment est-ce qu'on récupère le paiement? On a des problèmes de foncier, parce que finalement, on alimente des gens qui sont propriétaires du bâti, mais pas du sol. On ne sait pas trop qui est propriétaire. Donc on l'a fait sur l'électrification et on s'est rendu compte, et marginalement sur l'eau. Ça a bien marché dans les premières années et ensuite ça a mal marché parce qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas bien anticipé. C'est que l'arrivée de l'électricité ne change rien à la conception de transit dans laquelle sont les gens. C'est-à-dire qu'en fait, même c'est un plus très important, mais ils se considèrent toujours en transit dans le bidonville, même si évidemment, et malheureusement, une grande partie d'entre eux vont y rester très, très longtemps. Quand on amène l'eau et surtout l'assainissement, à ce moment-là, le bidonville se transforme parce qu'il devient une zone habitable. Et les gens se projettent non plus dans une situation de transit, mais finalement d'amélioration du bidonville. C'est très spectaculaire à Casablanca. Dans les endroits où on en est resté à l'électrification, on n'a pas commencé les travaux d'eau et d'assainissement. On a des bidonvilles à un étage, en fait, simple. Et dans ceux où on a fait les trois, eh ben, les gens ont commencé à construire un deuxième étage. Ça veut dire qu'ils sont maintenant, ils s'installent vraiment et ça a complètement changé les bidonvilles. Alors, il y a quand même quelques obstacles et quels sont les leviers pour ce genre de projet. Je le dis parce qu'en fait, sur ce genre de projet dans les bidonvilles, ça ne peut pas être du bricolage. Il y a des ONG très puissantes qui sont particulièrement expertes sur le sujet. On en a aussi d'autres où ça part d'un bon sentiment, mais ça ne fait pas toujours que du bien. Mais les très grandes ONG sont très professionnalisées et savent très bien gérer ce genre de problème. Alors, les principaux obstacles, c'est la lenteur des décisions des autorités publiques et des autorités locales. Tant que les gens pensent que dans un bidonville, ils vont être relogés, ce qui était le langage officiel du gouvernement marocain jusqu'en 2005, puisqu'on niait l'existence de bidonvilles, en fait. On disait les bidonvilles n'existeront plus. Bon, donc on ne se posait pas la question de leur amélioration et de les rendre sains. On n'arrivait pas du tout à avancer. Les gens étaient dans des logiques de relogement et pas d'amélioration et d'appropriation de leur propre logement. Le deuxième obstacle, c'est les délais dans l'implication des parties prenantes. Et puis il y en a un qui est très important, qui est le déficit financier. Il faut trouver la façon de financer ça. Parce que financer l'électrification, c'est très simple, ça ne coûte pas très cher. Mais financer de l'eau, c'est déjà plus cher.
Et vous ne pouvez pas faire que de l'eau parce que sinon vous transformez le bidonville en cloaque. Donc vous êtes obligé de faire aussi l'assainissement. Et l'assainissement, ça coûte très 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 cher. D'autant que dans un bidonville, on ne peut pas intervenir avec des machines. Donc c'est vraiment des travaux à la main avec des collaborateurs spécialisés, locaux évidemment. Et donc ça coûte vraiment très très cher. Donc le déficit financier en fait est comblé par des bailleurs de fonds publics, beaucoup la Banque mondiale, l'AFD, et puis évidemment le groupe GDF Suez. Quels sont les leviers quand on travaille dans les bidonvilles? C'est essentiellement l'avantage, c'est qu'après 2005, il y a eu un engagement du gouvernement. Tout à l'heure, je parlais des autorités locales. Il y a une grande différence entre le gouvernement et les autorités locales. Les tarifs sociaux, le partenariat avec des ONG, puisqu'il faut qu'il y ait une confiance de la population, donc à partir de ces associations qui travaillent locales, qui travaillent dans les bidonvilles, on a une explication permanente de ce qui est fait, de comment vont avancer les projets, quels sont les droits des uns et des autres. Et puis la transparence et la précision des procédures. Celle-ci est très importante parce que la question, j'en parlais à l'instant, la question du foncier dans un bidonville, c'est la question la plus importante. Et on a adopté depuis 2005 le principe que c'est les autorités locales qui nous donnent les noms des gens qui peuvent bénéficier du service. Parce que finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas à nous de choisir. C'est surtout pas à une entreprise de choisir qui peut bénéficier d'un service. Mais là, quand on a des enjeux qui sont la réforme du foncier, grosso modo, donc finalement, passer d'un bidonville à une zone stable, eh ben, on a absolument besoin d'une décision d'ordre politique. Et l'ordre politique, au Maroc comme ailleurs, c'est les autorités publiques qui le donnent. Je vais terminer par un dernier pour juste... c'est au Mali, c'est à Teriaboulou, au milieu du Mali. C'est un projet qui, sociétalement, est très intéressant, mais il est très petit. C'est une population, un village autour d'un hôtel solidaire. Il est tellement petit qu'on pourrait penser qu'il n'est pas intéressant, mais il a un énorme intérêt qui nous permet de tester le principe des graines de jatropha. C'est un petit peu comme la noix de coco, c'est-à-dire qu'on organise, la communauté organise la culture du jatropha, qui est un arbuste en fait, avec des graines qu'on fait sécher, qu'on chauffe, qu'on broie et qu'on transforme en huile pour aller dans des groupes électrogènes qu'on a développés, qui sont spécialisés pour l'huile de jatropha. Ce qui est intéressant là, c'est en fait l'organisation de la communauté, parce qu'il a fallu évidemment organiser la culture du jatropha et le processus autour pour le séchage, etc. Et ça, c'est vraiment un prototype, c'est-à-dire qu'on essaie d'en tirer des enseignements pour voir si on peut développer sur une plus grande échelle le principe de l'électricité par le jatropha. Bon, voilà, je termine. Si vous avez sur le site GDF Suez, nous avons fait une étude assez lourde avec Total et Schneider Electric sur les projets d'accès à l'énergie pour les populations pauvres, pour la base de la pyramide qui est disponible sur le site. J'ajoute que peut-être que l'innovation sociétale, c'est finalement la gestion d'un certain nombre de transitions sociales, économiques et environnementales sur lesquelles on est en train de travailler, qui sont finalement le contenu du développement durable. Voilà.